Faisons abstraction. La Fondation Hartung Bergman à l'écoute de la peinture. On a une idée et se développe autrement souvent que ce qu'on croyait. La sagesse de la chose est de suivre le développement de cette toile. Subitement, j'ai compris l'art abstrait. Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde. Dans l'esprit d'Anna Eva Bergman. Chacun a son propre ciel. Il ne faut jamais s'installer dans un ciel d'un autre, car on s'y sentira toujours comme un étranger. Écrit Anna Eva Bergman dans ses carnets le 24 avril 1950. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le ciel d'Anna Eva Bergman, dans sa première grande rétrospective parisienne qui s'intitule « Voyage vers l'intérieur » et dont vous êtes la commissaire. Bonjour Hélène Leroy. Bonjour. Nous allons donc aujourd'hui parler de l'aventure que représente cette exposition. Peut-être un mot sur sa vie. Anna Eva Bergman est née en Suède, elle a grandi en Norvège, elle a vécu à Paris, en Allemagne, à Minorque, à Antibes. Elle peint très tôt. À travers ses dessins, elle est une chroniqueuse remarquable des années 30. C'est une femme très émancipée et prise de sa liberté. Elle affirme sa vocation de peintre au début des années 50, à travers l'observation de la nature, une forte dimension d'introspection, le goût des mythes, le goût des cosmogonies. Elle met en œuvre un vocabulaire formel qu'elle nomme l'art d'abstraire, qu'elle travaille avec une grande richesse de techniques, notamment le travail avec la feuille de métal et une pureté très radicale des formes et des couleurs. Alors, pour commencer, montrer Anna Eva Bergman au Musée d'Art Moderne, c'est une sorte de retour à la maison. C'est assez émouvant parce que c'est un lieu très familier pour elle. C'est là qu'en 1957, elle retrouve Hans Hartung, son mari, dont elle avait divorcé et qu'elle réépouse pour la deuxième fois. Et c'est dans ces murs aussi qu'elle a eu une grande exposition en 1977, alors qu'elle était déjà une artiste assez reconnue. Peut-être pourriez-vous nous dire un mot de cette exposition et du fil des expositions qu'elle a connues jusqu'à aujourd'hui, tombée dans l'oubli et redécouverte à présent. Oui, 1977, c'était une exposition très très importante pour elle. C'était une exposition qui faisait le point sur ces 2 dernières décennies de création. Elle avait quand même mis quelques œuvres de ses débuts, mais c'était surtout axé sur son travail des années 60-70 et qui est en fait finalement l'aboutissement de toutes ses recherches plastiques et où elle atteint une certaine maîtrise picturale. Donc c'était pas une rétrospective au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que nous, une rétrospective, on l'entend la montrer. C'est ce qu'on fait d'ailleurs de A à Z. Là, c'était une artiste au fait de sa carrière et sur la scène parisienne, puisque finalement, c'était aussi de la part du musée une sorte d'aboutissement d'un travail qui était commencé depuis des années. Puisque dans les archives du musée, nous avons des comptes rendus de visites d'ateliers faits par les équipes du musée à l'atelier d'Anna Eva Bergman. Alors c'est très sommaire, mais on voit que les visites sont organisées et puis cela a conduit à l'achat d'une œuvre de 1964 qui est achetée en 1965 et qui sera tout de suite prêtée d'ailleurs à ces grandes expositions qu'elle a en Norvège, à Oslo et à Bergen, donc une exposition qui était très très importante pour elle. Finalement, je crois une des premières grandes expositions importantes qu'elle a eues après son retour à la peinture en Norvège sur sa terre d'origine. Et donc ce qu'on voit, c'est passionnant, c'est que le musée la repère puisque c'est une artiste de la scène parisienne et ça conduit à l'achat d'une œuvre très importante, la stèle. Alors, c'est pas un hasard non plus que cette exposition se tienne ici, parce que la collection du Musée d'Art Moderne compte aujourd'hui le plus important ensemble d'œuvres d'Anna Eva Bergman après la fondation Hartung Bergman à Antibes. Je crois qu'il y a eu une donation importante en 2017. De quoi s'agit-il ? Oui, en 2017, donc la fondation Hartung Bergman, qui était totalement consciente de ce rapport très, très étroit finalement de Bergman à la scène parisienne et au musée en particulier, nous a fait l'insigne générosité d'offrir une centaine d'œuvres qui permettent en fait d'avoir un ensemble parfaitement cohérent, qui permettent de comprendre Anna Eva Bergman dans toutes ses techniques, avec de magnifiques gravures, des œuvres des années 50 qui jusqu'à aujourd'hui étaient quand même très très peu montrées. Et d'ailleurs dans la rétrospective on en montre beaucoup. C'est quelque chose qui était plutôt inédit encore actuellement. Et évidemment à chaque fois des œuvres représentatives jusqu'aux années 80. Donc grâce à
à ça, nous sommes l'institution publique qui a le plus d'œuvres de Bergman, je crois, peut-être avec des musées norvégiens. Et je crois qu'elle est aussi la femme la plus représentée dans la collection. Et bien sûr, avec plus de 100 œuvres, c'est l'artiste femme la plus importante de la collection du Musée d'Art moderne de Paris. Parmi les œuvres qui sont présentées dans l'exposition, il y a aussi quelques prêts remarquables. Oui, des prêts prestigieux, notamment des prêts de Norvège, du Musée national. Et puis, l'un des prêts les plus prestigieux, c'est l'œuvre qui est accrochée au Parlement norvégien et qui est rarement prêtée puisque, comme ça n'est pas un musée, ils n'ont pas vocation à faire circuler ces œuvres. Et donc là, nous avons obtenu exceptionnellement le prêt de ce magnifique, c'est un grand soleil d'or. Et dans l'exposition, on montre également des photographies où on voit Anna-Eva Bergman en train de travailler à cette œuvre. Et qui sont elles aussi inédites. Qui sont elles aussi inédites. On a vraiment tenu à faire en sorte que le public puisse comprendre qui était Anna-Eva Bergman et qu'on puisse un peu l'incarner. Puisque son œuvre, qui est très épurée, très, très, très absolue, elle donne pas toujours l'impression que derrière il y a un artiste de chair et d'os. C'est parfois un peu ce qui peut pêcher dans les expositions où on montre des artistes qui tendent vers l'abstraction. Donc c'est pour ça qu'on la voit travailler, on la voit peindre, on la voit dans tous les moments de sa vie. Alors, effectivement, donc dans l'exposition, on voit des carnets, des pages griffonnées, illustrées, il y a beaucoup de photographies. Il y a aussi des livres de la bibliothèque de Bergman à Antibes, dans lesquels on voit à la fois Stefan Zweig et Lao Tzu. Est-ce que la préparation de l'exposition a donné lieu à des découvertes en matière d'archives ? Oui, énormément, puisque grâce à la Fondation, on peut avoir accès finalement à tout ce que Bergman avait conservé de sa vie. Et en préparant l'exposition, on est tombé sur une archive très très importante, une lettre que Bergman a adressée à Dietrich Mallof, qui était le conservateur de Nuremberg, où elle a présenté une exposition qui était, en fait, elle était invitée à participer à une exposition qui s'appelait Spiegelgold, qui veut dire miroir d'or, et où en fait, elle devait être montrée dans une exposition qui retraçait l'usage de l'or dans l'art, et elle a écrit une lettre à Dietrich Mallof, donc le directeur de ce lieu et commissaire de cette exposition, pour lui expliquer en quoi en fait elle n'était pas simplement une peintre qui utilisait l'or. Et elle lui écrit une lettre très belle où elle explique en fait que sa technique est enracinée dans l'art médiéval norvégien qu'on peut voir dans les églises de Norvège, et elle décrit les feuilles, les différentes feuilles de métal qu'elle utilise. Donc elle parle du bismuth, de l'aluminium, de l'étain, du laiton, et c'est assez beau parce que c'est peut-être un des premiers documents qu'on a où elle parle comme ça de sa technique à la fois de manière revendicatrice et puis avec beaucoup de précision. Et qui montre aussi la diversité finalement de cette pratique de la feuille de métal, qui n'est pas seulement ce qu'on peut croire au premier regard. Oui, parce qu'on a tendance à l'associer assez symboliquement, et c'est beau d'ailleurs, parce qu'il y a une vision peut-être un peu alchimiste derrière à l'usage de la feuille d'argent et d'or. Et derrière, on voit qu'elle utilise en fait, pour des raisons techniques, mais aussi ce qui montre sa capacité à expérimenter, qu'elle utilise toutes sortes de métaux en feuille. Il y a une place importante dans l'exposition qui est consacrée aux techniques utilisées par Anna-Eva Bergman, et notamment à la pratique de la gravure. Et on se rend compte qu'elle est peintre, elle pratique la feuille d'or, mais elle est aussi une véritable graveuse. Oui, et une excellente graveuse qui maîtrise toutes les techniques de la gravure. C'est pour ça que dans l'exposition, on a cette salle qu'on a appelée dans l'atelier, où les œuvres qui sont présentées dans cette salle sont une sélection de gravures de toutes les techniques que Bergman a abordées, les techniques en taille dure, les techniques en taille douce, c'est-à-dire la gravure sur cuivre, mais la lithographie, et puis évidemment peut-être la technique dans laquelle elle est, je pense, la plus excellente, c'est la gravure sur bois. Elle a fait de magnifiques gravures sur bois. Toute technique qu'elle pratique dans son atelier à Antibes avec ses propres presses. Dans son atelier, mais aussi dans des très très bons ateliers de gravure, notamment Erker Press à Saint-Gall en Suisse. C'est un atelier qui faisait également des tirages et c'était aussi une galerie d'art. Et ils ont fait aussi des éditions de livres très très beaux. Et Bergman, elle a travaillé plus de 10 ans dans cet atelier. Elle a aussi travaillé chez La Courrière. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est régulièrement exposée dans les expositions autour de l'atelier La Courrière. D'ailleurs, nous avions aussi des œuvres de Bergman au musée, des gravures qui venaient du don de l'atelier La Courrière. Et donc, on voit qu'elle est comme ça très, très heureuse d'expérimenter et d'être auprès des professionnels de la gravure. On voit que c'est quelqu'un qui maîtrise en fait toutes les techniques d'histoire de l'art. Elle a été formée comme ça dans sa jeunesse et qui, après, est aussi en capacité d'inventer son propre matériau.
elle s'est aussi intéressée beaucoup à la question de l'architecture, puisque Anna Eva Bergman et Hans Hartung ont dessiné leur maison à Antibes. Mais il y a aussi d'autres maisons qu'ils ont conçues, dont une qui n'a jamais été réalisée et dont vous avez retrouvé la trace. Oui, ça aussi, c'était une découverte incroyable pendant la préparation de cette exposition. C'était de découvrir les plans, en fait, de la maison de Carboneras. Donc, Carboneras, ce lieu en Andalousie où Hartung et Anna Eva Bergman avaient décidé de s'installer. Et c'est Anna Eva Bergman qui a dessiné les plans d'une maison. Elle a utilisé pour ça un pentagramme et des dessins issus de ses carnets de ses recherches des années 40-50. Et ça a été retrouvé à la Fondation. On ignorait que cela avait été conservé et on ignorait même qu'elle avait été à ce point impliquée dans ce projet de construction de maison. C'est même elle qui avait acheté le terrain sur lequel cette maison aurait dû être construite. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas été construite ? Alors, plusieurs raisons, mais la raison principale, semble-t-il, c'est que l'Espagne pratiquait des tarifs douaniers qui auraient rendu impossible pour Hartung et Bergman d'exporter leurs œuvres vers la France. Donc, c'est-à-dire que s'ils avaient utilisé cette maison comme atelier, ce qui a été le cas dans toutes les maisons qu'ils ont habitées, ils n'auraient jamais pu faire sortir leurs œuvres du territoire espagnol. Donc, ça a été rédhibitoire pour l'installation. Et c'est à ce moment-là que, quittant l'idée d'un retour à des mondes hispaniques, il s'installe à Antibes. Oui, et on découvre d'ailleurs que l'achat du terrain pour la maison d'Antibes, en fait, elle est assez concomitante à celle du terrain de Carboneras. Donc, à cette époque, on sent que c'est au début des années 60, ils avaient envie de s'installer, quoi qu'il arrive, en Méditerranée, semble-t-il, à la fois dans le sud de la France et en Espagne. Mais évidemment, l'abandon du projet de Carboneras leur a permis de se concentrer exclusivement à leur maison d'Antibes. L'exposition donne un aperçu extrêmement large de la diversité très grande de son œuvre. Vous parliez tout à l'heure de ses travaux des années 50 qui ont été relativement peu montrés. Avant cela même, il y a ses œuvres des débuts qui sont assez peu connus, notamment par exemple un tableau sur fond noir très étonnant dans lequel on reconnaît un bar parisien. Il y a écrit liqueur avec une faute d'orthographe à liqueur. Tout ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles aussi dans la révélation de l'œuvre de Bergman. Totalement. Alors c'est pas totalement inédit parce qu'il y avait des monographies qui avaient pu montrer, mais en tout cas en tant que présentation muséale, c'était complètement inédit. Et c'est vrai que dans ces dernières décennies, c'est-à-dire depuis sa mort, quand on a présenté des œuvres de Bergman, l'accent a beaucoup été mis sur la fin parce que ce sont les œuvres les plus monumentales et peut-être les plus surprenantes. Mais on a complètement oublié, et c'est pour ça qu'on commence l'exposition comme ça, c'est tout début, ces œuvres des années 30 où elle est vraiment apparentée à la nouvelle objectivité, puisqu'en plus elle travaille en Allemagne. L'œuvre que vous citez, qui est magnifique, qui est aussi un postulat, qui est un regard de femme libre sur des femmes libres. Ce sont deux femmes qui sont accoudées à ce bar et qui portent des habits qui sont très moulants, ce sont des garçonnes. Elles sont tout à fait habillées dans le style des années 30, à la fois qui assument leur corps et qui sont libres de sortir seules, non accompagnées. Et donc ces œuvres-là, elle les a peintes en Allemagne et elles ont fait partie. Cette œuvre-là en particulier a fait partie de sa première exposition à Dresde en 1931. Donc là, on voit que c'est important de montrer qu'elle est d'abord passée par ces formes-là, qu'elle a eu cette reconnaissance, qu'elle a d'abord été connue en tant qu'artiste comme ça. Et puis après, on montre aussi ses œuvres des années 50 qui sont moins connues parce que c'est le moment où elle retourne à la peinture, elle réfléchit beaucoup. Elle a une période vraiment abstraite, encore surréaliste, c'est encore acte d'actualité dans l'après-guerre. Et puis, c'était beaucoup moins montré ces dernières années. Nous, on a mis ces œuvres des années 50 de manière centrale dans l'exposition parce que c'est là que tout se joue, c'est à ce moment-là qu'elle bascule et qu'elle va trouver sa voie. L'exposition fait le point aussi à plusieurs reprises, comme elle le fait elle-même, sur une sorte d'alphabet, une sorte de vocabulaire symbolique qu'elle met en place à partir de 1958 dans un ensemble d'œuvres qui a été montré à la Galerie de France, qui sont un ensemble d'œuvres à la tempéra et à la feuille de métal. Et en fait, régulièrement, elle revient à cet alphabet formel qu'elle affine, qu'elle recompose. Et ça, c'est aussi une chose que l'exposition met très fortement en valeur. Oui, parce que c'est quelque chose qui lui est totalement personnel. À partir du moment
où sa carrière décolle, puisque 1958, c'est donc cette première exposition monographique à la Galerie de France, qui est une grande galerie de la scène parisienne. C'est la galerie de Hartung, évidemment, c'est la galerie de Zawuki, c'est la galerie de Manessier, c'est la galerie de Soulages. Donc c'est la galerie qui présente les grands artistes de la scène parisienne. Et donc elle a cette exposition, elle éprouve le besoin de faire le point. Et donc la série d'œuvres que vous décrivez, elle est effectuée sur papier, toutes des feuilles de même format, où elle récapitule tous les thèmes qui la traversent et auxquels elle consacre des tableaux depuis les années 50. Et ce sont des thèmes qu'elle a listés dans ses carnets qui sont très importants. Et effectivement, c'est une sorte de vocabulaire plastique. On y retrouve donc parmi ces thèmes et ces motifs un peu emblématiques de Bergman, il y a la barque, il y a la planète, il y a la stèle, il y a la montagne, le tombeau. Voilà, ce sont des thèmes, l'arbre aussi, des thèmes qui parfois aussi se superposent, qui se fondent les uns dans les autres. Et chaque fois qu'elle aura pendant sa carrière, à nouveau, l'occasion de changer un peu de style, d'évoluer, elle va éprouver toujours ce besoin de reposer ces symboles qu'elle va un peu convertir à sa nouvelle manière de travailler. Donc elle le fait à 3 reprises, en 1958, en 1965, et puis une grande série d'encre sur papier en 1970. Et grâce à cette exposition, on peut même penser que les mini-peintures qu'elle fait à partir de 1978 pour une grande exposition en Norvège, à Ovikodden, eh bien, sont un peu comme le dernier résumé de son vocabulaire qu'elle fait à ce moment-là. Alors, j'allais justement y venir. Ces mini-peintures, c'est une sorte d'ultima abécédaire. Il y en a 154 entre 1978 et 1981. Il y a par exemple un que j'ai trouvé formidable qui s'appelle « Le contour d'un nuage ». Qu'est-ce que c'est pour elle? C'est des petits formats qu'elle emmène avec elle. Dans quelles circonstances elle les réalise et qu'est-ce que ces œuvres représentent dans son travail à une époque où elle a réalisé ces immenses tableaux qui sont à la fois le reflet de son observation de la nature, mais aussi de la conquête spatiale, de sa fascination pour l'astrophysique. Et voilà, qu'est-ce que c'est que ces mini-peintures? Alors, ces mini-peintures, elles sont nouvelles dans leur procédé à ce moment-là, mais la dimension en elle-même, elle n'est pas nouvelle dans l'œuvre de Bergman, parce qu'on voit que dès le début, elle est capable de faire des toutes petites choses, alors des toutes petites choses en format, mais qui sont grandes dans leurs proportions. Ça, c'est parce que comme elle compose au nombre d'or, elle est capable de varier la proportion de ses œuvres à l'infini et de leur donner un peu la même monumentalité, entre guillemets, quelle que soit la taille du support. Donc, on a déjà des petites œuvres de toute petite dimension et on sent qu'elle aimait, qu'elle avait ce besoin aussi parfois de concentrer son attention sur des surfaces plus étroites. Et les mini-peintures des années 78, donc, qu'elle prépare pour cette exposition en Norvège, alors là, c'est un procédé qui est fascinant. En fait, c'est qu'elle va les faire tout en même temps parce qu'elle les fait sur une même grande feuille de papier qu'elle a séparée en vignettes et qu'elle va découper. Et à ce moment-là, ça va devenir des petits tableaux autonomes. Donc pour elle, c'est étonnant parce que c'est comme si elle travaillait une séquence, donc une série, mais en une seule fois, en un geste. Et c'est en découpant sa grande séquence qu'elle va obtenir des petits formats et qui vont évidemment reprendre exactement les mêmes thèmes, la même poésie qu'on retrouve dans ces grands formats et qui sont donc toujours des sortes de captations de paysages, des récapitulatifs de son alphabet et évidemment un intérêt pour la lumière, les planètes, les astres. Et qui sont toujours des œuvres d'atelier donc. Et qui sont toujours des œuvres d'atelier, bien sûr. Pour revenir à l'exposition elle-même, quels sont les partis pris d'accrochage que vous avez eu? C'est une exposition assez sobre, qui se concentre vraiment sur les œuvres. Quelles en sont les grandes lignes? Alors, tout simplement, Anna Eva Bergman de A à Z. Ça, c'était, et de manière chronologique, parce que c'est quand même pour le grand public, c'est le moyen de rentrer très facilement dans la découverte d'un artiste du début à la fin de sa carrière. Et ça permettait de comprendre l'évolution de son style. Mais on a séquencé, il y a 6 séquences, incluant donc cette séquence centrale dans l'atelier où on fait en sorte que le visiteur puisse vraiment comprendre comment elle travaille ce matériau dont elle est la seule artiste au XXe siècle à utiliser comme une peinture, la feuille de métal. Elle dit qu'elle utilise la feuille de métal comme un pinceau. Donc ça, là, c'est une originalité absolue. Il fallait absolument qu'on fasse le point là-dessus. Et ces 6 grandes séquences permettent de voyager donc dans l'art de Bergman, la figuration au tout début, la redécouverte de la Norvège à travers son voyage séminal en 1950 et le retour à la peinture après une période d'interruption, mais par la voie de l'abstraction.
Ensuite, ces années 50 où en fait va naître ce vocabulaire de forme si important qu'on présente sous la forme d'un alphabet dans une section dédiée. Et puis, en 5e et 6e partie, l'épure de ses compositions, la manière où elle fait rentrer des thèmes totalement à la fois cosmogoniques et aussi des presque ce que j'appelle des captations presque météorologiques dans sa peinture. C'est le moment où en fait elle est à Antibes et elle fait entrer la pluie, le vent, les mistrales, les vagues dans son vocabulaire formel. Finalement, il y a aussi dans le dépouillement de cette exposition, de la scénographie de l'exposition, sa grande sobriété, la possibilité de ménager le mouvement des visiteurs. C'est-à-dire que les œuvres de Bergman sont des œuvres devant lesquelles on a envie de voir vibrer la lumière, de se déplacer. Et ça, c'est une chose que je crois que vous avez pris en compte largement. Oui, et c'est pour ça que la scénographie est si dépouillée. Le travail de Cécile de Gauss a fait en sorte de ménager des perspectives. Ça, c'est quelque chose de très important pour qu'on puisse comprendre d'une section à l'autre ce qu'on allait découvrir. Et comme vous l'avez dit, le fait de pouvoir bouger devant les œuvres, c'est parce que les œuvres de Bergman sont très difficiles à reproduire. Quand on voit en photographie, ou même avec les moyens digitaux d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour voir tous les reflets qui chantent comme ça à la surface des feuilles de métal, il faut pouvoir se mouvoir. Et donc, on a fait en sorte, l'éclairage a été travaillé avec beaucoup de soin par Carlos Crusina, qui travaille pour Cécile de Gauss avec elle depuis très longtemps. Et on a aussi ménagé 2 zones où le fond, les salles sont peintes dans une sorte de gris qui permet de mettre en valeur de manière très très frappante les couleurs, les reflets métalliques des peintures. Vous parliez de la difficulté à reproduire ces œuvres. Finalement, c'est peut-être ça aussi qui a contribué au fait que une longue période dans laquelle son œuvre est tombée dans l'oubli, on peut le dire aussi. Absolument. Et c'est ça aussi la révélation à laquelle on assiste aujourd'hui. Oui, l'œuvre de Bergman, il faut la voir en vrai. C'est vrai que ça semble presque assez banal de dire qu'il faut le travail des artistes en vrai, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde qui passe beaucoup en numérique. Non, Bergman, elle résiste à ça. On a besoin de l'expérience sensorielle, de la contemplation, je dirais physique, pour entrer dans l'œuvre de Bergman. Merci beaucoup Hélène Leroy. Merci à vous. Faisons abstraction. La Fondation Hartung Bergman à l'écoute de la peinture. Bonjour Thomas Schlesser. Bonjour Annelle. Vous êtes le directeur de la Fondation Hartung Bergman et nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un film sur Anna Eva Bergman réalisé par Simon Hoffman qui vient d'être diffusé sur Arte. Dans ce film, l'actrice Charlotte Rampling lit des extraits des carnets d'Anna Eva Bergman dont on peut voir de nombreux exemples dans l'exposition que lui consacre le Musée d'Art moderne de la ville de Paris. On y voit des pages griffonnées, des pages illustrées dans lesquelles elle raconte sa vie et son art. Alors d'abord, c'est très beau que Charlotte Rampling prête sa voix à Anna Eva Bergman avec ses accents légèrement gutturaux, d'autant que elle-même présente une exposition à l'entrée des collections du Musée d'Art moderne, des peintures qu'elle réalise dans l'ombre, dans le secret de son atelier depuis plusieurs années. Les peintures de Charlotte Rampling sont comme des sortes de fantômes dans la matière de la peinture. Or, il se trouve que dans l'œuvre d'Anna Eva Bergman, peut-être pourrait-on dire aussi qu'il y a un certain nombre de fantômes. Elle voulait d'ailleurs écrire à un moment donné un livre sur les fantômes dans les années 30. Et une des toutes premières œuvres d'Anna Eva Bergman, qui est à la fois un dessin et puis une estampe, figure justement des fantômes inspirés par le cri d'Edvard Munch dans des vagues qui constituent le tumulte, la tempête autour d'un pêcheur. Et donc, même dans toutes ces demi-barques coupées qu'on peut voir plus tard dans son œuvre de la maturité, là aussi, il y a le fantôme qui est présent, puisque c'est le signe annonciateur de la venue d'un spectre qui hanterait les mers et menacerait ceux qui les parcourent. Donc, en effet, le fantôme est un élément très présent chez Anna Eva Bergman. C'est donc un joli point d'accroche, un joli écho avec Charlotte Rampling. À travers ces carnets, on assiste à une véritable traversée de sa vie. Elle raconte les paysages du Nord, son enfance, son rapport à la nature, qui est vraiment très présente dans son œuvre et dans ses propos. Je vous propose qu'on écoute un premier passage. J'avais tout juste 6 mois quand ma mère m'a emmenée de Stockholm en Norvège.
emballée et bien calée dans une corbeille à linge en plein hiver 1909. Mes parents venaient de se séparer et ma mère avait décidé de partir étudier l'orthopédie en Allemagne. Je fus confiée à des oncles et tantes, des parents de substitution. Chez tante Sarah et oncle Daniel, à Fredrikstad, une ville fortifiée dans le sud de la Norvège, nous habitions au premier étage d'une vieille maison, au milieu d'un magnifique jardin rempli de marronniers. Pour moi, les pierres semblent avoir un visage. Et les arbres ressemblent à des diables dansants ou des danseurs indiens. Surtout en hiver, quand les branches ont perdu toutes leurs feuilles, elles apparaissent comme les bras d'un danseur. J'ai peint beaucoup d'arbres dansants dans ma jeunesse, mais comme dans d'autres dessins, ils ont été victimes des flammes. Au fond, il y a dans l'enfance et la jeunesse d'Anna Eva Bergman une forme de dureté qui peut-être lui donne une sorte, toute sa force aussi, toute sa capacité de résistance. Et en même temps, dans son œuvre, il y a toujours une forme de malice et on ne s'attend pas vraiment à l'entendre parler d'arbres comme de diables dansants. Pas plus que l'on imagine la façon dont elle représente les pluies et les vagues en 1974, à la fin de sa vie, d'une façon que je trouve en fait assez malicieuse. Est-ce que, au fond, ce ne serait pas là un des paradoxes de Bergman, à la fois cette grande dureté et puis cet humour permanent? C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai écrit sa biographie, cette tension entre, par moments, même un visage assez dur et puis ces saillies de drôlerie, d'incongruité. Au fond, ce que je me dis, c'est en entendant là, la lecture magnifique de Charlotte Rampling, c'est que Bergman, vous savez, disait que son enfance était sous le signe de la peur. Et parce que c'était sous le signe de la peur, je pense qu'elle a eu tout le temps recours à son imagination, à sa rêverie. C'est ce qu'elle raconte quand elle dit qu'elle voit des visages dans les pierres ou qu'elle voit danser les arbres. Et naturellement, l'imagination est toujours propice à l'ironie, à la naïveté un peu comique. Et je pense que ça a été son salut. Mais si vous permettez, Anaëlle, je parlerai plus de tension que d'un paradoxe entre ces deux aspects de sa personnalité. Est-ce qu'elle a lu Roger Caillois ? Alors, je ne le pense pas, parce que sans ça, on en aurait des indices plus avérés. En revanche, je pense qu'elle était dans un milieu où, que ce soit la pensée de Caillois ou celle de Francis Ponge ou d'autres encore, elle était dans un milieu où ça lui revenait aux oreilles. Donc elle baignait dans toute cette atmosphère. Si elle avait lu Caillois, je suis sûr qu'elle aurait notifié la chose d'une manière plus évidente. Et donc je pense que non, elle ne l'a pas lu. Dans ces géographies d'Anna Eva Bergman, il y a aussi la Méditerranée qui a fait l'objet d'un épisode de ce podcast. Elle raconte Minorque comme un monde à part, comme une sorte de petit paradis. Comme un merveilleux petit monde à part, Minorque brillait d'un soleil éclatant avec ses maisons blanches de chaux et ses kilomètres de murs blancs. Et les vagues bleues sombres de la Méditerranée s'insinuaient entre les sombres écueils et des rochers déchiquetés pour rouler jusqu'aux plages rouges de poussière de corail. C'était un petit paradis qui a conquis mon cœur. Qu'il existe un endroit pareil, c'était incroyable. Mais combien de temps Adam et Eva sont-ils restés au paradis? Un beau jour, ce fut la fin de l'idylle. Un matin arriva chez nous un ingénieur de la marine qui surveillait toutes les fortifications de l'île, accompagné du chef de la police et d'un architecte. Il devait examiner la maison. Nous ne demandions pas mieux, espérant ainsi être enfin lavés de tout soupçon. Tout à coup, le chef de la police nous lança un regard inquisiteur. « Señores, où sont vos sous-marins » dit-il. Avant même de réfléchir, j'ai répondu « Les sous-marins ? Ah, on les a cachés dans la citerne. Vous avez envie de descendre pour y jeter un coup d'œil » On ne se plaisait plus. On avait l'impression de vivre constamment sur un volcan. Les troubles commençaient en Espagne. On commençait à parler des révolutions et on prétendait que cela pouvait éclater à tout moment.
Dans la vision qu'elle nous donne de Minorque, ce lieu si important pour elle dans les années 30 et dans lequel elle revient ensuite dans une deuxième partie de sa vie, on entend ici le feu du soleil, on voit le feu du soleil, mais aussi la menace du canon. Et au fond, il y a toutes sortes de feux qui traversent son œuvre du début à la fin. Qu'est-ce que c'est le feu chez Anna Eva Bergman ? C'est très juste ce que vous dites. C'est un élément qui a été une grande menace dans sa vie, puisque elle a notamment réchappé à un incendie en 1941 où vraiment elle a failli laisser sa peau. Il s'en est fallu de très peu, puisqu'elle était dans un hôtel. Personne ne l'avertit qu'il y a un feu qui s'est déclenché. Ce sont les émanations toxiques qui la réveillent. Elle fuit la chambre et comme il y a des réserves de munitions, l'hôtel a carrément explosé. Elle a perdu d'ailleurs beaucoup d'affaires personnelles et de dessins d'œuvres dans cette affaire. Et en effet, comme dans son œuvre, il va y avoir parmi ses plus beaux tableaux des feux qui sont très propices à la rêverie, dans lesquels on a envie de s'immerger. Moi, de mon côté, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a aussi une dimension assez personnelle, voire autobiographique. Alors, c'est pas elle qui le dit, hein, ça c'est une vision personnelle, c'est une hypothèse de ma part. Mais enfin, oui, le feu, la combustion, cette violence latente, le fait que tout soit parfois susceptible d'être réduit en cendres, je crois que c'est vraiment quelque chose de très présent tout au long de son existence, oui. On a l'impression que Anna Eva Bergman s'efforce en permanence de bien vivre au sens d'une exigence morale, mais de sa propre morale, pas celle qui consiste à s'occuper des autres, mais plutôt à s'accorder à elle-même et à son art. Et d'ailleurs, elle donne une grande importance à ses rêves, des rêves qui sont souvent très visuels. Et au fond, dans la manière dont elle écrit ses carnets, il y a une certaine proximité entre le récit qu'elle fait de cette scène clé de la destruction et de la Renaissance dans la destruction de l'hôtel où elle se trouvait, et du récit qu'elle fait de ses propres rêves. Dans un curieux état entre le rêve et l'éveil, je vis tout à coup devant moi un immense paysage. J'étais avec quelqu'un dans une vallée ombragée, un chemin étroit s'étendait devant moi, surplombé d'un vaste ciel brillant d'un pâle soleil dont émanait une lumière intense. Tout à coup, j'ai été emporté à toute allure vers le haut. À gauche, tout reluisait, le jaune pâle, le gris, le blanc, comme de l'or et de l'argent. Je me suis retrouvé dans une immense cathédrale aux grands vitraux. On me déclara que nous étions dans un atelier consacré à l'art, à la recherche et à la religion. Le plus curieux avec cette cathédrale, c'est qu'elle m'apparaît aussi réelle que moi-même. Des années plus tard, je continue à m'y rendre tous les jours et j'en tire un immense profit, mais je ne veux plus en parler. Pas encore. On a presque l'impression d'entendre une chamane. Oui, parce que c'est plus qu'un rêve, hein, en fait. C'est vraiment une expérience de décorporation. Et en effet, je suis personne pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, elle y croit. Elle y est dans la cathédrale. Elle songe vraiment que c'est une révélation d'ordre mystique. C'est pas simplement, à ses yeux, le rêve qui l'emporterait de façon un peu distrayante et oisive au fil d'une journée ou d'une nuit. Donc, qu'est-ce que ça atteste chez elle ? Ça atteste son immense profondeur. Il n'y a jamais de petites expériences pour Bergman. Tout est toujours paré d'une exceptionnelle intensité. Et c'est ça qui est vraiment bouleversant parce qu'elle aurait pu simplement se contenter de son caractère un peu loufoque, humoristique et descriptif qu'on voit tellement bien dans ses dessins, dans ses caricatures, dans ses articles de journaux. Et non, elle a décidé de faire une expérience grave et sensible de la vie. Et je trouve qu'il y a vraiment une grande beauté de caractère et d'âme là-dedans, moi. Au fond, quand elle parle d'un art cathédral, est-ce que c'est ça qu'elle désigne ? Quels sont ses rapports avec le religieux ? Est-ce qu'on sait ça ? Oui, on le sait bien. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup du religieux, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par le sacré.
Alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, que la limite est souvent ténue. C'est exact. Mais pour le préciser, disons qu'on sait qu'elle ne supportait pas les dogmes. Pour vous donner un exemple concret, quand elle est à table avec la famille de son père, qu'elle fréquente très 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 peu, mais l'épouse de son père, qui n'est donc pas sa mère, veut faire le bénédicité à table. Et ça l'exaspère. Autre exemple, quand elle entend, lors d'une excursion de 1950, des chants, des prières en permanence, des gens qui sont sur un bateau avec elle, c'est horripilant. En revanche, elle se sent très concernée par toutes les énergies spirituelles qui peuvent traverser les cultures et elle se les approprie beaucoup. Et sans exclusive. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser au bouddhisme, elle va beaucoup s'intéresser au judaïsme, et elle continue d'être par ailleurs très très attachée à la figure de Jésus, à la figure chrétienne par excellence. Donc c'est chez elle une espèce de syncrétisme un peu baroque, mais là encore qui montre bien à quel point elle est habitée. Parmi ces lieux d'élection, qui sont aussi ces lieux d'origine, il y a évidemment le Grand Nord. Elle s'y rend à plusieurs reprises dans les années 50, mais aussi en 1964, elle fait un grand voyage au Cap Nord avec Hartung, qui a une dimension initiatique très forte. À ce moment-là, elle parle à la fois de paysages, mais elle parle énormément, dans ses carnets, de chamanisme et des mythes, des cosmogonies païenne des peuples samis. Une demi-barque est de mauvais augure pour le marin. Elle annonce sa mort. Je ne cherche pas à exprimer des choses négatives dans mes tableaux, mais les mythes et légendes nordiques m'ont fasciné depuis mon enfance. C'est surtout les histoires des pêcheurs norvégiens sur les demi-barques qui m'ont inspiré pour mes peintures. L'homme forme sa propre image du monde. L'univers de l'homme s'étend aussi loin que s'étendent ses pouvoirs de perception. Chez les premiers hommes, et chez ceux qu'on appelle les primitifs, ces domaines étaient unis. Le chaman, l'homme le plus intelligent d'une tribu, était chercheur ou savant, maître spirituel et artiste qui créait des images et des masques. Toutes ces compétences étaient réunies en une seule et même personne. Je me demandais ce qu'on sait de la connaissance qu'Anna Eva Bergman possède de la culture sami. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle découvre sur le tard, comme une sorte de redécouverte d'une culture qui n'est pas la sienne, mais enfin qui voisine de l'endroit où elle est née? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a connu jeune? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Alors, mon hypothèse, mais qui est assez étayée sur le plan archivistique, mais bon, je préfère toujours être prudent, c'est qu'elle a une relation avec un homme alors que son deuxième mariage bat de l'aile. En fait, en gros, elle se remarie en 1944, donc après s'être séparée de Hans Hartung, avec quelqu'un qui s'appelle Fridtjof Lange. Et là, elle fait la rencontre d'un anthropologue, ethnologue qui s'appelle Guttorm Giesing. Ce que je pense, c'est qu'ils ont eu une histoire d'amour ensemble. Il y a plusieurs courriers qui vraiment le laissent entendre clairement. Or, Guttorm Giesing, qui a eu par ailleurs la particularité d'être un des cofondateurs du Parti socialiste norvégien, s'intéresse beaucoup aux Samis. Il est très pionnier dans ce type de recherche. Et donc, mon intuition, c'est que par son intermédiaire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été tenue très au courant de ce qu'était la culture de ce qu'on appelait jadis les Lapons, et qu'elle appelle elle-même les Lapons, d'ailleurs. Et donc, évidemment, elle y a été, c'est nécessaire, très très sensible, d'autant que, comme on le sait, ça a été une population qui a horriblement souffert à la fois de la Deuxième Guerre mondiale et du traitement soi-disant civilisationnel de la Norvège. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'œuvre d'Anna Eva Bergman résonne aujourd'hui avec
beaucoup de formes de la création contemporaine. Il y a sa manière d'avoir une abstraction qui n'en est pas une, son rapport à la nature et au fond, son intérêt pour les cultures samis aussi est quelque chose qui est une préoccupation aujourd'hui très forte, présente dans le champ de l'art, puisqu'il y a eu un pavillon sami à la Biennale de Venise pour la première fois récemment. Au fond, tout ça fait que son œuvre trouve une actualité particulière aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je dois dire que c'est toujours assez déstabilisant de mesurer les aléas dans l'histoire du goût. Et, parce que Bergman n'était pas invisible dans les années 70 ou 80. Enfin, en particulier dans les années 70, on pouvait vraiment la voir, et dans les années 60 aussi. Mais elle trouvait très très peu d'écho. C'était pas une œuvre qui était claquemurée au fond d'une cave. Je veux dire, il y a eu une exposition rétrospective à Paris en 77-78. Il y a une œuvre d'Anna-Eva Bergman au Centre Pompidou. Elle faisait des expositions aussi à Antibes, dans des galeries de renom. Mais elle ne rencontrait pas une époque qui, à mon sens, à cette période-là, était surtout, comment dirais-je, aimantée par l'idée de l'hédonisme, la transgression permanente, le jeunisme, la subversion, le scandale. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les horizons d'attente de la société, des nouveaux publics, ont changé. Et c'est très joli de voir à quel point Anna-Eva Bergman, pour le coup, maintenant, fait écho à des préoccupations contemporaines, en particulier liées à une forme de gravité, de respect de l'environnement, de lien avec le cosmos. Encore une fois, à titre personnel, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Évidemment, j'en suis heureux comme spécialiste de Bergman et directeur de la Fondation Hartung Bergman. Ça va de soi. Simplement, c'est très, très saisissant sur le plan de l'histoire des mentalités, de l'histoire des goûts. Et puis c'est rassurant parce que ça veut dire que un ou une artiste qui à un moment donné peut avoir l'impression d'être dans l'ombre doit parfois patienter un petit peu pour prendre tout son sens et sa signification. Ça montre aussi que ce sens, cette signification, ça relève pas simplement de l'immanence ou du caractère intrinsèque d'une œuvre. Il y a toujours besoin d'une corrélation avec un public. Je voudrais terminer avec une dernière question qu'Anna-Eva Bergman se pose à elle-même, une question à l'infini. Pourquoi peignez-vous, me demandent les gens. Je pourrais leur donner des réponses simples, mais qui disent tout, parce que je le dois ou parce que je ne peux pas m'en passer. Mais pour expliquer pourquoi je peins et pourquoi on devient artiste, il faut aller plus en profondeur et tenter de déterminer pourquoi l'art existe et quelle est sa mission. Aujourd'hui comme hier et comme toujours, les artistes ont la même vocation. Montrer aux hommes quelque chose qu'ils ne savent ou ne connaissent pas, mais qu'ils devraient savoir et connaître. C'est un peu une façon d'éclairer son rapport à la connaissance, de l'entendre parler ainsi, et peut-être aussi de rapprocher son rapport à la connaissance qu'elle éclaire par la question du rêve. Disons que par le rêve, on peut satisfaire toutes les curiosités. C'est ça qui est formidable avec les rêves. D'abord parce que quand on est dans un rêve, si tant est qu'on puisse considérer qu'on a un libre arbitre dans un rêve, on peut se permettre ce qu'on veut, ça n'a pas de conséquences sociales. Et donc toutes les curiosités sont possibles. Je n'irai pas plus loin. Et puis par ailleurs, le rêve, par son aspect imprévisible, impromptu, par tous les horizons qu'il dégage, et parfois et souvent même les plus inattendus, donne accès à des mondes que nous ne soupçonnons pas. Donc c'est une ouverture permanente. Qu'est-ce qu'il s'agit d'apprendre au fond ? Quand Anna-Eva Bergman dit bon voilà, la peinture ça permet d'apprendre des choses que nous ne savons pas, c'est vrai, mais c'est un peu plus précis que ça. Je pense que la peinture, les grands artistes, les grands philosophes, les grandes personnes nous apprennent que il est toujours bon d'apprendre. Ils apprennent à apprendre, et donc c'est sans fin. Vous voyez dans le goût de l'infini qu'il peut y avoir chez Anna-Eva Bergman. Je crois qu'il y a ça, cette espèce de chaîne, de chaîne où on s'ouvre à l'accueil, à la réception permanente. Et nous-mêmes, devant ces œuvres, je crois que
c'est ça qui est très très beau. On peut l'accueillir sans fin. Merci beaucoup Thomas Schlesser pour cette traversée des mondes d'Anna Eva Bergman. Faisons abstraction. Subitement, j'ai compris l'art abstrait. Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde. Nous sommes aujourd'hui avec Ande Sombi, un artiste sami né en 1958 dans le Grand Nord où Anna Eva Bergman s'est rendue en 1970. Ande Sombi est un chanteur de yoik, ce chant traditionnel que les peuples samis font aujourd'hui renaître. Il est aussi écrivain, professeur de droit des peuples autochtones. Il s'est rendu à la Fondation Bergman il y a quelques années et il est aujourd'hui à Paris pour réaliser une performance au cœur de l'exposition d'Anna Eva Bergman. Yoik is the oldest way of singing that is still alive in an unbroken tradition in the whole Europe. So yoik not only belongs to the Sami people, but it's a European thing. It's the oldest way of singing in Europe. And it comes from a shamanistic world. You have the poems, and you have the abstractions and concretizations done with from a very ancient perspective. So it's such a strong thing to carry a song. Imagine this song has been heard by people for thousands of years ago, hundreds of years ago, and then to get the chance to be connected, to hear the same song as people heard many hundred years ago. So it's a very existential and strong phenomenon, the yoik, that happens to be among my people, the Sami people. How did you get to know the work of Anna Eva Bergman? Anna Eva Bergman has been a very important person for the Sami culture. She visited the Sami societies, Karasjohka, for example, in right after the Second World War, and she described and commented how people were living there, because at that time it was a very chaotic situation. The houses had been burned and people were living in very cold and harsh conditions. And there came Anna Eva Bergman, and I feel very honored that she has this huge and wonderful retrospective at the museum. Maybe could you tell us how you conceived your performance in the exhibition, how it's going to be composed and where it's going to take place? You know, in a shamanistic world, the shaman has animals inside her. And these animals help her in this different respect. Some of them have wings and can cover long distances, and some can swim to deep waters, and some can run over tundras. And I see very much all the shamanistic animals that are inside Anna Eva Bergman in her art. So the art is sort of echoes of these inspirations that I see. So, and I have invited like 8 animals that shall visit the exhibition today to give their sort of animal comment on the art. So I look very much forward to that. For example, the mosquito will come. And the mosquito is the being that is most alive of all. And it says, I sting you, because blood is so sweet.
I sting you, because it's through this little sting that you notice that you are alive. And that is some of the stings that we get from Anna Eva Bergman in her art are of that sort of mosquito nature, and therefore it's natural that the mosquito comes and visits the exhibition. I understand a salmon will also be present. Yeah, the salmon will be present, because the salmons, it's a very strong fish, also in that respect that, imagine, it lives both in salt water and in fresh water, and it thrives in both these elements. And that was exactly what Anna Eva Bergman did by moving from Norway to France and then thrived between these worlds, just like a salmon, and has the strength and vitality of a salmon. I imagine, though I don't know, that shamanism also speaks with places. And I'm curious to know how you felt the space, the ground also of the foundation, of the Hartung Bergman Foundation in Antibes. And if you have time to, as you just arrived, how you feel this place where we are today, the Musée d'Art Moderne, on this hill of the Colline de Chaillot. The place speaks, and the Sami tradition, we have this concept of the inner ear, the ear that is inside you. And it has this ability to hear both very high tones and very low tones, not bound by the physicality that our physical ears are. So in that respect, the foundation in Antibes is a very exciting place if you go there and you really turn on your inner ear. And so is this situation here in Paris, because there are so many historical echoes. Thank you very much, Andé Sambi. Thank you. Et maintenant, suivons Andé Sambi dans les salles d'exposition du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, au cœur de l'exposition d'Anna Eva Bergman. Welcome to this evening. I'm so happy for the exhibition. I'm so happy for that it is so beautiful and so vibrant and so strong. Anna Eva Bergman has some very deep shamanistic qualities in her work. And this Joik Formans shall be a reading of those aspects of her work. So this was, there are like 8 different animals or beings of nature that will come each with a comment to the exhibition. So then we will meet the next animal or being.
What fish is it that can thrive both in salt water as well as in fresh water? That's the salmon. And Anna Eva Bergman was actually a salmon because she belonged to the Norwegian world and traveled to the European world and came back to the Norwegian world and traveled back to the European world, and just like the salmon was able to bring something from one world to the other world and spread inspiration. Faisons abstraction. On a une idée et se développe autrement souvent que ce qu'on croyait. La sagesse de la chose est de suivre le développement de sa toile. Faisons abstraction. La collection accessible en ligne sur toutes les plateformes de podcast.